J'aurais dû changer ça, je corrigerai ça. Là, on va dire qu'il y a B boule bleue et R boule rouge, qui sera beaucoup mieux. Comme ça, B pour bleu, R pour rouge, on est au sommet. Donc là, je vais mettre qu'il y a B boule bleue et R boule rouge. Et c'est pareil pour toutes, en fait. Elles sont toutes numérotées et elles sont toutes constituées exactement de la même manière, la même proportion de boules rouges et bleues. Donc là, je me gave. Et donc pendant que je me gave, je vais peut-être lire la suite de l'énoncé. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va prendre au hasard un élément dans une urne, et puis on va la passer à l'urne suivante. Et on recommence. On est à l'urne numéro 2, donc on aura dérangé un peu la proportion de boules bleues et boules rouges, parce qu'il y aura peut-être une boule bleue de plus ou une boule rouge de plus, mais peu importe, on plonge notre main dedans, et hop, on prend la boule, et tac, on la balance dans l'urne suivante. Donc en fait, ça fait ça, et zoup, ça fait ça, et au bout d'un moment, on va se retrouver avec une urne ici. Et donc on est à la toute fin, on se demande, à la toute fin, on regarde ce qui se passe. Donc ici, il va y avoir, en fait, on sait qu'il va y avoir soit B plus 1 boule bleue et R boule rouge, soit B boule bleue et R plus 1 boule rouge, et on se demande quelle est la probabilité qu'une boule tirée au hasard soit bleue. Voilà. Donc c'est un peu le délire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de sensible pour commencer ce genre d'exercice? Donc réponse 1, faire un dessin. Très sain. C'est très sain, c'est très important de savoir faire un dessin. Ça fixe les idées, ça évite déjà de ne pas relire l'énoncé à chaque fois. Ça permet de se représenter les choses sans s'embrouiller. Ça, c'est la première chose que je ferais. Maintenant, la deuxième chose que je ferais, c'est autre chose. Et là, faut m'aider. Faut m'aider à trouver une bonne idée. Je vais prendre en premier l'idée de faire pour une petite valeur de n. Voilà, Matasus, exactement. C'est vraiment l'approche modeste que je prodigue à longueur de live. C'est de se dire, on va pas s'exciter tout de suite avec n urnes. On va regarder ce qui se passe pour les petites valeurs de n. Mais je peux vous faire ça en proba, je peux vous faire ça en analyse, je peux vous faire ça en algèbre. Les petites valeurs de n, ça nous donne un référentiel. Et après, si on veut claquer une récurrence des machins, on aura un point de repère, on pourra vérifier qu'on n'est pas en plein délire. Alors que sinon, on est vraiment hors sol, on n'a pas de repère, on n'a pas de béquille. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc compliqué, on n'aura aucun moyen de vérifier. Calmons-nous tranquillement, on va vérifier pour n égale 1 déjà, tout simplement. Donc là, on y va, recherche, on est parti, recherche, on va regarder ce qui se passe pour n égale 1, on va pas rédiger, mais on va faire ça rapidement. Donc, recherche, donc pour n égale 1, que se passe-t-il? Pour n égale 1, c'est la probabilité de tirer une boule bleue tout de suite. Donc là, s'il y avait un mot-clé à faire apparaître, ça serait lequel? Parce que moi, là, j'ai envie de répondre, la probabilité, si je la note Pn, donc ici, ça serait P1, du coup, si j'introduis une notation, je mettrais que c'est, du coup, B sur B plus R. Mais pourquoi? Quel est le mot-clé à faire apparaître sur une copie, de manière à ne pas se faire sucrer des points? Par. Et après, on traite n égale 2 dans la foulée. Là, ça serait dommage d'avoir l'idée, là, ça serait dommage. Il y en a plein qui ont écrit mentalement B sur B plus R. Mais ils ont que la moitié des points. D'une tristesse absolue. C'est horrible. Vous avez trouvé l'idée et paf, 1 point sur 2. Félix, on va en parler. Ouais, Guillaré, exactement. On attend ici l'équiprobabilité. Hein. C'est important. Donc ici, on parlerait du fait que les boules, elles sont indiscernables au toucher et qu'on tire au hasard. En fait, ce qui nous donne l'équiprobabilité, c'est le au hasard qu'il y a là, qui permet d'utiliser une formule du type nombre de cas favorables sur nombre de cas au total. Donc là, je vais mettre par équiprobabilité, et puis jamais équiprobabilité tout court, parce que sinon je mets équiprobabilité, et puis je complète la phrase d'une manière fantaisiste sur les copies. Je vais mettre par équiprobabilité des tirages. Donc c'est un mot que je ferai apparaître en bonne place. Et donc si je le fais apparaître en bonne place dans ma rédaction, sur mon brouillon, quand je mets le mot-clé, je le mets en couleur, je souligne 3 fois, pour être sûr de le mettre dans la rédaction et de ne pas l'oublier dans la panique. Ouais, c'est bien. Il y en a plusieurs qui l'ont. N égale 2. Qu'est-ce que je pourrais faire pour n égale 2? Donc là, c'est une expérience simple. C'est je commence à tirer une boule dans l'urne, au hasard. Hop, je la prends. Je la mets dans l'urne numéro 2, et je me demande ensuite la probabilité de tirer une boule bleue. Comment je réfléchis à ça? Comment je me représente la situation? Qu'est-ce que je fais d'un point de vue logique pour me représenter cette expérience? Et comment je le dessine et comment je le formalise? Voilà, au Gokage, exactement. Je fais une disjonction de cas parce que
Je dis, moi, je veux bien, je suis un élève conciliant. Je veux bien tirer une boule bleue dans la deuxième urne. Mais je connais pas la constitution de la deuxième urne. Parce que ça dépend de ce qui s'est passé à l'étape précédente. Soit j'ai tiré une boule bleue, auquel cas, il y a B plus une boule bleue et R boule rouge. Ou alors j'ai tiré une boule rouge, et dans ce cas-là, il y a B boule bleue et R plus 1 boule rouge. Donc, ça dépend de ce que j'ai fait. Et si dans ma tête, je me dis ça dépend, c'est-à-dire que je suis en train de faire une disjonction de cas, ça veut dire que je suis en train d'introduire un système complet d'événements, et ça veut dire que je vais me taper une formule de probabilité totale. C'est un tout droit, en fait. Il n'y a aucun choix. C'est très facile grâce à ça. Donc, si je voulais représenter la situation, ce que je ferais, c'est que je pourrais faire un espèce de petit arbre comme ça. Je pourrais dire que soit on a tiré, dans un premier temps, une boule bleue, on va dire à l'expérience numéro 1, ou une boule rouge à l'expérience numéro 1, et ensuite que ça sépare encore en deux, que là, j'ai la boule bleue, puis boule rouge, perdue, boule rouge, boule bleue, boule rouge. Donc je ne vais pas rédiger ici, mais oui, probabilité totale, clairement. Donc ici, j'avais combien de chances d'aboutir à mes fins? Il y avait B sur B plus R. Ici, du coup, par complémentarité, R sur B plus R. Et puis ici, étant donné que maintenant j'ai B plus une boule bleue et une boule rouge, ici j'aurai B plus 1 sur B plus R plus 1. Et je vais écrire que ici j'aurai seulement B, puisqu'il y aura B boule bleue sur B plus R plus 1, qui est le nombre de boules au total dans l'urne. Donc en fait, je me consacre juste à ces deux branches de l'arbre, parce que ce sont les deux qui m'intéressent dans le cadre de l'application de la formule des probabilités totales. Alors regardons ce que ça donne. Faisons le calcul, essayons d'en avoir le cœur net. Donc la probabilité que je cherche, que je n'ai pas introduite encore, parce que je ne suis pas dans la phase de rédaction, elle vaut du coup B sur B plus R fois la conditionnelle de la branche du haut, qui donne B plus 1 sur B plus R plus 1. Et ensuite, ici, on va avoir du R sur B plus R fois B sur B plus R plus 1. Comme ça. Donc, faisons le calcul. Il n'y a plus qu'à espérer que ça simplifie, parce que si ça simplifie pas, dis donc, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ça donne... Ah, c'est terrible, cette affaire. Du coup, ça donne, effectivement, ça donne B plus 1, plus R fois B, et puis du coup, on peut mettre le B en facteur, et c'est plié. Oh là là, j'ai une surée. C'est marrant, j'ai toujours tendance à m'arrêter, je fronte les sursis, et je me dis, mais c'est bizarre quand même, ça avait l'air super chaud. Putain, il commence à confondre plus ses fois, quoi. Donc là, on met B en facteur, mettons B sagement en facteur, B facteur de B plus R plus 1, facteur de B plus R. Faudrait que je garde pour le zapping, ça. Mes plus belles boulettes, volume 1. Je vous ferai une compile à la fin de l'année prochaine. Et du coup, ça se simplifie, ça donne B sur B plus R. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est fini, Guilaret, là. C'était un buff, tu sais, un buff temporaire de 30 minutes d'immunité. Et là, ouais, je me suis fait des buffs, là. C'est plus bon, là. Et donc, c'est marrant. C'est marrant parce qu'à l'issue de cette période de recherche, en fait, on s'aperçoit que la probabilité de tirer une boule bleue reste la même. Donc, en fait, qu'on ait dérangé l'urne en y rajoutant une boule blanche ou une boule rouge, ce qui se passe avec certaines probabilités, de toute façon, en moyenne, tout se passe comme si on tirait encore dans une urne où il y a B boule bleue et R boule rouge. Parce que c'est ça que signifie cette probabilité. Tout se passe comme si on n'avait rien fait, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une boule rouge de plus, il peut y avoir une boule bleue de plus. Mais en fait, en moyenne, c'est comme si on n'avait pas rajouté de boule, parce que ça revient au même. Et en fait, la conjecture qu'on peut faire à partir de là, c'est que cette probabilité va jamais changer. Donc on pourrait se lancer dans une récurrence pour essayer de démontrer que ça fait tout le temps B sur B plus R. Et encore, si on n'est vraiment pas convaincu, on pourrait rajouter des branches, là, comme ça, partout, et continuer notre petite histoire. Parce qu'en fait, on a déjà calculé les probabilités sur les produits des branches, et en fait, on verrait que P3, ça vaut aussi B sur B plus R. Donc ce serait ça l'idée. Alors là où je veux en venir, parce que voilà, ça c'est déjà un premier exercice sympa, c'est un exercice qu'on donnait en terminale, c'est juste avec n égale 2.
Et c'est déjà très bien de savoir introduire proprement son système complet d'événements, etc. Maintenant, la grande question, c'est d'arriver à faire une transition petit à petit de la terminale, ce qui est le niveau que je viens de montrer, aux chaînes de Markov de deuxième année, d'une manière cohérente, avec une histoire où on se dit, c'est pas les maths magiques où on sort 70 notions et 70 idées de nulle part. Parce que ça, c'est pas drôle, ça n'amuse personne, et même pas moi, en réalité. Donc, ici, je vous propose un autre prisme à travers lequel voir cet exercice. Et c'est Guy Larrey, je pense, qui proposait cette approche, et Matasius aussi. En fait, l'idée, c'est que plutôt que de regarder directement ce qui se passe à la toute fin, c'est-à-dire que de la boule tirée au hasard de la dernière urne soit bleue, il faut se dire qu'on est en train de faire un procédé répétitif. On est en train, en fait, de prendre une boule, on la met dans la suivante, et encore, et encore, et encore. Donc ce qu'on pourrait se demander, et ça c'est très important, et c'est vraiment la belle idée de Markov, c'est qu'est-ce qui se passe d'une urne à l'autre. C'est ça qui est très important en fait. Comment on fait pour faire la transition entre l'état K et l'état K plus 1 ? Parce qu'on peut espérer trouver une relation de récurrence entre les probabilités de tirer une boule bleue dans l'urne numéro K. Et donc, si on a une relation de récurrence, eh ben on a tous les outils sur les suites qui nous permettent de répondre à la question. Peut-être qu'on va tomber sur une suite récurrente linéaire d'ordre 2, peut-être une suite arithmético-géométrique, géométrique, arithmétique, peu importe. L'important, c'est que dès lors qu'on aura une relation de récurrence entre l'état, l'urne numéro K et l'urne K plus 1, on pourra espérer nous appuyer sur nos connaissances des suites pour trouver une solution. Donc je pense que c'est ce que je vais vous proposer. C'est l'approche qui correspond le plus à l'idée de Markov. Et ensuite, je ferai une petite ouverture pour les gens qui ont déjà vu les chaînes de Markov pour expliquer comment on pourrait représenter cette situation-là de manière non arborescente, de manière à coller davantage avec l'idée de Markov. Donc ici, le pitch, c'est se demander que se passe-t-il entre la K-ième urne et la K plus 1e urne. Et je vais me lancer directement là-dedans. Donc allons-y, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite capture d'écran des urnes et la reproduire si je le peux. Attention, est-ce que la régie va pouvoir faire ça ? Elle a pu, c'est très très beau. C'est magnifique. Voilà. Donc on est reparti. On est parti pour la solution. Donc allons-y, ici je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire soit n dans n étoiles. Donc ça c'est le nombre d'urnes dont on dispose. Et je vais dire, bon, pour une urne on a réglé le problème, d'accord ? Donc je ne vais pas refaire le coup de n égale 1, ça sert à rien. On va imaginer qu'on l'aurait rédigé. Donc je vais dire soit n, un entier plus grand que 2. Ce que je vais écrire comme ça, une notation très pratique, qui est tout à fait tolérée, tout à fait acceptée. C'est peut-être le plus dur, ça, mais heureusement, c'est rarement exigé pour les étudiants en ECG d'introduire les notations. Donc je vais quand même le faire ici. Je vais dire, notons, pour tout K dans, du coup, de 1 à n. Tout à l'heure, même dans les arbres, j'avais mis des événements. Donc je vais introduire, et je vais noter BK, qui est l'événement tirer une boule bleue dans l'urne numéro K, tirer une boule bleue dans l'urne K, et ce que je vais faire, c'est que je vais introduire aussi une notation pour P de BK, si jamais, je vais noter, du coup, PK, qui est la probabilité de l'événement BK. Voilà, comme ça on est armé jusqu'aux dents. Donc je vais même pouvoir écrire mon but, du coup. Mon but, c'est de créer un lien entre une urne et la suivante. C'est hyper naturel en fait, puisque de toute façon, je vais devoir faire ça de manière répétée. Donc on va se calmer, on va pas tout regarder. On va regarder juste une transition. Lien entre PK et PK plus 1. Voilà. Donc, la situation est la suivante. Donc si je regarde ce qui se passe ici, on va imaginer qu'en fait, on se téléporte tout de suite à l'état numéro K. Donc ici, on va avoir BK, le fait de tirer une boule bleue dans la K-ième urne, et RK. Et vous pouvez imaginer ici que ces branches-là sont la contraction
de toutes les petites branches qui se passent avant l'instant K. Donc imaginez que c'est des métabranches, des grosses branchasses qui correspondent tout de suite à l'agglomération de tout ce qui s'est passé avant. Et nous, du coup, nos notations nous permettent ici de mettre tout de suite PK, qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave. PK. Et là, du coup, c'est forcément 1 moins PK. Et ensuite, là, on n'a aucun mal à dessiner. Parce que, en fait, et là, il faudrait quand même peut-être expliquer un peu ce qui se passe. Mais en fait, on connaît l'état de l'urne. Parce que si on a tiré une boule bleue dans la K-ième urne, je sais que de toute façon, il va y avoir B plus une boule bleue et R boule rouge. Donc en fait, je vais avoir les probabilités tout à l'heure. Ici, je vais toujours avoir mon petit B plus 1 sur B plus R plus 1. Ça sera toujours la même chose pour avoir BK plus 1. Là, je vais avoir la même chose, je vais avoir RK plus 1. Là, BK plus 1. Et là, RK plus 1. Donc ça, c'est un grand classique avant de parler de matrice de transition d'une chaîne de Markov. L'idée générale, c'est vraiment d'imaginer que ça, c'est des petites branches toutes frêles qui consistent juste à passer d'une urne à la suivante, mais que ça, c'est des grosses branches qui agglomèrent tout ce qui s'est passé avant. Le prix à payer, c'est d'introduire une inconnue à cet endroit-là. Mais l'avantage énorme que ça confère, c'est de pouvoir se limiter à un arbre de cette taille-là, plutôt qu'à un arbre avec 2 x 2 x 2 x 2 branches. C'est ça l'idée. Donc maintenant, on n'a plus qu'à utiliser la formule des probabilités totales et de justifier nos conditionnels. Donc il va y avoir un peu de travail. Et là, faut prendre le temps de montrer à l'examinateur qu'on a compris tenant et aboutissant des choses. Donc, et d'ailleurs, je vais être obligé de faire quelques concessions. Donc on va le faire. Donc on va dire que on va fixer un cas. Je vais dire que je vais prendre soit K du coup dans seulement 1 n-1, puisque ça sert à rien de se passer pour K égale n, puisque c'est terminé à ce moment-là. Et je vais dire que la famille constituée des deux événements BK et RK est un système complet d'événements. Ce que je vais faire, je vais utiliser des abréviations que j'aurais introduites sur ma copie au préalable. Donc, je vous propose ça, est un système complet d'événements. Ce qu'il faudrait que je dise, c'est que les probabilités sont non nulles. Le problème, c'est que je ne l'ai pas démontré. Mais bon, on va admettre que ça l'est. Est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, cette fois, je vais l'écrire en toutes lettres parce que c'est l'ingrédient principal du truc, donc ce serait dommage de passer à côté. Allons-y pour du orange, ça changera un peu. Je fais rarement du orange. La formule des probabilités totales. Je vais regarder la probabilité d'obtenir BK plus 1. Alors qu'est-ce que ça vaut? Déjà, c'est ce que j'ai noté PK plus 1, donc je suis très content d'avoir ma petite notation. Et je vais dire que ça donne du coup PK fois la conditionnelle qu'il y a là, que je ne vais pas toucher dans un premier temps, parce qu'il va falloir que j'argumente en fait un tout petit peu. Donc avant de... Allez, mettons du bleu, soyons fous. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. BK plus 1, sachant BK. Et ensuite, plus, du coup, 1 moins PK, fois P de... Alors, sachant RK, je viens de me taper RK, et cette fois, on va encore aller chercher du BK plus 1. Donc, là, il va falloir que j'argumente un peu les conditionnels, parce que là, je dis B plus 1 sur B plus R plus 1, donc je me rappelle qu'il y avait une question d'équiprobabilité qu'il faut que je mentionne, mais en fait, ce qu'il faut que j'explique, c'est que dès lors que BK est réalisé, l'urne contient B plus 1 boule bleue et R boule rouge. Et je dirais de même pour l'autre, hein, d'accord? Donc là, petite argumentation, je vais dire or, si BK est réalisé, donc je me place dans le schéma conditionnel, si BK est réalisé, je vais dire que l'urne contient une boule bleue de plus. Donc ça, c'est très important, que je connais parfaitement l'état de l'urne. Ça contient B plus une boule bleue et exactement R boule rouge.
R, boule rouge. Et donc là, j'enchaîne avec ma petite équiprobabilité. Je veux dire donc par équiprobabilité de quoi, pas de quoi que ce soit de bizarre, par équiprobabilité des tirages, je peux balancer que ma conditionnelle, celle-ci, comme ça, elle vaut, j'aurais mieux fait de le centrer ce calcul. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis pour nous. Ça fera B plus 1 sur B plus R plus 1. Voilà, c'est très mal, mais bon, c'est pas grave. Et puis je vais dire que de la même manière, il est hors de question de rédiger ça 2 fois. Je vais dire en raisonnant de même, je veux dire qu'on obtient finalement, mise en page terrible, hein, mais bon, c'est pas grave, on obtient finalement et là on est parti, on trouve PK plus 1 est égal à, du coup, B plus 1 sur B plus R plus 1 PK plus B, il y a B boule bleue, sur B plus R plus 1, facteur de 1 moins PK. Donc, ça paraît horrible, mais on est venu pour ça, on l'a. Hein. Notre but, c'était déterminer un lien entre PK et PK plus 1. Là, avec un petit coup de formule des probabilités totales, j'ai bien un lien entre PK et PK plus 1. Donc, où en est-on ? Ben en fait, on se demande si il est temps d'arrêter l'exercice ou pas. Et la réponse, c'est non, parce que ça va simplifier, figurez-vous. Alors, faut haut les cœurs, hein. On va isoler ce qui relève de PK et ce qui n'en relève pas. Ces termes, faites-les apparaître en couleur dans votre tête. Je vais les rassembler. Donc, ça donne quoi ? Ça donne, j'en ai combien des PK ? J'en ai ça moins ça. Donc, c'est déjà au même dénominateur, c'est fantastique. Ça fait 1 sur B plus R plus 1. Ça, c'est le nombre de PK que j'ai. Et ensuite, des termes constants, j'en ai plus B sur B plus R plus 1. Et donc, j'ai cette relation-là, la sueur de mon front, j'ai réussi à démontrer que PK plus 1, c'était ça. Et là, les gens, est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on n'est pas content ? C'est écrit dans le chat, donc je vais pas tarder à le dire, mais je laisse juste une petite suspension, juste pour que vous disiez qu'est-ce que j'ai sous les yeux ? J'ai sous les yeux une suite arithmético-géométrique. Une suite arithmético-géométrique. Oh, je vais tousser, ça va prendre à faire le con. On trouve une suite arithmético-géométrique, et donc on peut en choper une expression explicite tout aussi horrible que ce coefficient soit, et tout aussi horrible que celui-là soit, on a une expression du type alpha fois pk plus bêta. Donc on a une méthode dans le cours pour trouver une expression explicite d'une suite arithmético-géométrique. Alors ici, je vais mettre en place la méthode qui est en maths appliquée. Il y a des gens qui vont peut-être s'arracher les cheveux, et ça va pas prendre très longtemps non plus. Ce qu'on fait en fait, parce qu'on n'a pas la formule, on n'a pas droit au cours, on va faire la démonstration pour trouver une expression explicite. Et ça va être assez court en réalité. Je vais montrer la rédaction que je vais proposer à mes élèves dès la rentrée. J'ai fait quelque chose d'un peu long d'habitude, mais là on va faire quelque chose. Je vais dire, on résout. Je vais dire que l'unique solution. En fait, on est en train de chercher cette affaire de point fixe. Je vais dire l'unique solution de x est égale à 1 sur b plus r plus 1 x. Donc là, le mot-clé, c'est point fixe pour les gens. Sur b plus r plus 1. Je vais dire que c'est alpha est égal à... Et donc on trouve finalement, quand on fait passer de l'autre côté, ça fait r plus 1... Non, pardon. Ça fait b plus r, x facteur de b plus r
est égal à B, donc ça fait X est égal à B sur B plus R. Je l'ai appelé alpha, d'accord, l'unique solution. Si vous faites passer tout à gauche, vous mettez au même dénominateur, et puis vous tombez là-dessus. C'est ça. Je veux dire, posons donc pour tout cas, c'est la méthode usuelle, hein, là je m'embrouille un peu, mais c'est plus simple que vous le pensez. C'est juste qu'il y a un nombre fini de termes ici, donc c'est peut-être un peu étrange. Posons donc pour tout cas VK est égal à PK moins alpha. Et je veux dire ainsi, je veux dire que VK est une suite géométrique, d'accord, ça serait peut-être un peu olé de faire ça comme ça, mais c'est l'esprit de ce qu'on cherche à faire, est une suite géométrique de raisons. La raison, c'est toujours le terme qui apparaît devant le PK dans la relation que vous avez. Donc la raison, elle va toujours être là, ici, de raison 1 sur B plus R plus 1, et de premier terme. Et c'est là que c'est très marrant. Quel est le premier terme de cette suite géométrique ? Du coup, c'est P1 moins alpha, mais rappelez-vous, P1, on l'a calculé, il y a belle lurette, et en fait, on avait trouvé B sur B plus R, justement. Donc quand je fais P1 moins alpha, on trouve 0. Et de premier terme, 0. Donc là, il faut remonter juste un tout petit peu. Et c'est vrai que le calcul, je ne vais pas forcément faire apparaître le calcul de P1, mais en fait, ça, pour K égale 1, ça vaut 0. Et donc, si c'est une suite géométrique de raison 1 sur B plus R, 1 sur B plus R plus 1 de premier terme 0, c'est la suite nulle, en fait. Donc, VK est nul. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour tout cas, on a PK égale alpha. Je vais dire ainsi, pour tout cas. Alors, j'ai pris K dans 1n-1. Pourquoi j'ai exclu ? Je vais prendre ici, là. Pour tout cas, dans 1n-1, je vais dire que j'ai PK qui vaut cette valeur de alpha, c'est-à-dire B sur B plus R. Voilà, c'est une manière de faire. Je vais récapituler, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est tout simplement, plutôt que de faire ce pataquès là, c'est de s'appuyer sur notre conjecture, tout simplement pour faire une récurrence. Ici, on peut dire que cette relation est vérifiée. On va démontrer ça par récurrence, une récurrence finie. Et dans l'hérédité, donc le premier terme, P1 est égal à B sur B plus R, l'initialisation, on l'a fait tout à l'heure dans la période de recherche, et ça, c'est ce dont on se servirait dans l'hérédité, et vous pouvez le faire mentalement d'ailleurs. Si vous remplacez ça par B sur B plus R, alors on ne peut pas le faire mentalement, j'exagère un tout petit peu, mais on va pouvoir trouver que ce truc-là vaut aussi B sur B plus R. Alors comment on ferait ? C'est gênant, parce que du coup, moi je voulais pour K égale N. C'est pénible cette histoire. À quel endroit je pouvais prendre K égale N en fait ? Je pense que c'est l'énoncé qui est un peu pénible, parce que du coup, je suis obligé de m'arrêter. Ce que je ferais si je devais reposer cet exercice, c'est que je considérerais en fait une suite infinie d'urnes. Je veux dire, on considère une suite infinie d'urnes numérotées, allant de 1, 2, 3, etc. Et je vais quand même demander la probabilité qu'une boule tirée au hasard, dans la n-ième urne, soit bleue. Comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, en fait, on ne s'arrête pas. On dit, notons pour tout cas dans n, étoile, tranquille. Ensuite, je prends K dans n étoiles, et comme ça s'arrête pas. En fait, on peut toujours supposer qu'il va y avoir une urne après, de manière en fait à pas s'arrêter et pas trouver un n-1 et pas trouver un n-1 non plus. D'accord ? Donc là, c'est un peu tristounet parce que le résultat il est là et je vais considérer que c'est le résultat final de l'exercice. Mais voilà, ce n-1 là, on pourrait s'en affranchir en considérant que l'expérience continue, quoi. Parce que j'ai introduit un effet de bord pour rien du tout, quoi. Donc la récompense pour avoir suffi jusque-là, c'est un petit récapitulatif et puis une petite ouverture sur les chaînes de Markov, d'accord ? Donc récapitulons.
Ce qui est important, il y a les manipulations techniques, mais c'est pas ça qui va vous aider devant un énoncé qui vous sèche. Ce qui va vous aider, c'est de vous raconter quelque chose de cohérent. Alors essayons de nous raconter quelque chose de cohérent. Ici, on nous demande la probabilité qu'une boule tirée au hasard dans la énième urne soit bleue. Je m'aperçois donc que c'est une expérience complexe qui se décompose en un certain nombre d'actions élémentaires. Avant de commencer à claquer ce qui se passe à la énième urne, je me dis peut-être que je peux regarder ce qui se passe dans la première et dans la deuxième. Je m'aperçois ce faisant que pour la première, n égale 1, c'est très facile, puisque j'ai une question d'équiprobabilité. Il manquait le S, personne m'a dit. C'est une abomination cette histoire. Détirage avec une petite règle d'accord plurielle qui doit être mentionnée. Et pour n égale 2, eh bien, c'est très amusant parce que malgré le dérangement de l'urne, qui était l'intuition d'un collègue là tout à l'heure, en fait on dérange l'urne en rajoutant soit une boule bleue, soit une boule rouge, mais tout se passe comme si on n'avait rien changé en fait. Et donc dès lors, on peut essayer de faire une conjecture pour démontrer que quoi qu'il arrive, on va toujours avoir cette proportion-là, B sur B plus R. Maintenant, comment on peut faire ? On peut faire une récurrence tout de suite, ou alors on peut se dire qu'on va bâtir nous-mêmes, avant de raisonner par récurrence, la relation qui va nous servir à l'hérédité. Et donc on va se demander, mais c'est quoi le lien entre la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne K et la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne K plus 1 ? Et pour faire ce lien-là, je peux à nouveau faire une représentation arborescente des choses. En fait, là, il y a l'instant t égale 0, si vous voulez. Là, on est au tout début. Enfin, plutôt t égale 1, on est dans l'urne numéro 1. Là, on se téléporte tout de suite à t égale k. Donc en fait, on a contracté tout ce qui se passait avant, et ensuite on va aller chercher ce qui se passe à t égale k plus 1. Donc le sacrifice, c'est celui d'introduire une inconnue, mais l'avantage incommensurable, c'est d'avoir un arbre qui est tout à fait gérable et qui aboutit à une belle utilisation de la formule des probabilités totales. Et cette utilisation des probabilités totales me donne une relation tout à fait plaisante entre pk plus 1 et plus k, puisque je reconnais une relation de récurrence simple, et je reconnais une suite arithmético-géométrique. Et après, il ne reste plus qu'à conclure avec la méthode que vous voulez. Soit vous appuyez sur la conjecture en disant que vous n'avez une suite constante, et donc vous faites ça par une récurrence hérédité, soit vous utilisez en fait la récurrence cachée. La récurrence cachée qui est que si j'ai une suite qui vérifie vk plus 1 est égal à q fois vk, alors je peux choper son expression explicite en disant que c'est premier terme fois la raison puissance nombre de termes de la suite. Ici, ça serait du coup q puissance n-1, puisque ça part à k égale 1. Et donc on trouve que VK est une suite nulle, et donc finalement que PK est constante égale à ce point fixe, B sur B plus R, ce qui résout nos problèmes, modulo ce n-1 qui reste, mais qui pourrait être, que je pourrais faire sauter en modifiant l'énoncé, de manière à pas introduire ce terme de bord qui sert vraiment à rien, quoi. Voilà l'idée. Donc maintenant, pourquoi pouvait-on parler de chaîne de Markov ? Donc ça c'est intéressant pour les gens qui sont en deuxième année, mais aussi pour les premières années qui vont passer en deuxième année. C'est qu'en fait, vous pouvez imaginer que vous avez les urnes, d'accord, finalement, c'est des urnes différentes. Mais dans votre tête, imaginez que c'est toujours la même urne, soit elle passe de B plus 1 boule bleue et R boule rouge, ou alors elle va switcher à B boule bleue et R plus 1 boule rouge. Donc en fait, vous pouvez imaginer que tout se passe comme si on jouait dans seulement une seule urne, et que cette urne alternait entre deux états, on appelle ça. Donc il y a l'état B plus 1 boule bleue et R boule rouge, ou alors l'état B boule bleue et R plus 1 boule rouge. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on peut représenter les choses comme ça. Imaginons qu'on est ici, là. On a B plus 1 boule bleue et R boule rouge. En fait, la probabilité de rester sur cet état, c'est-à-dire que j'ai pioché une boule bleue là-dedans. Donc ici, j'ai une probabilité qui vaut B plus 1 sur B plus R plus 1. C'est la probabilité de rester avec une urne dans le même état, ou de piocher dans une urne qui aura la même configuration. Du coup, la probabilité de passer de l'autre côté ici, c'est celle de piocher une boule rouge. Donc ici, j'ai R sur B plus R plus 1. Et ici, c'est la même chose. Comment je reste dans une configuration pareille ? Ça veut dire que je tire une boule rouge. Donc ça veut dire que ça fait R plus 1 sur B plus R plus 1.
et la probabilité de changer d'état. Aïe, 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 c'est très laid. C'est très laid. Oh là 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 là, c'est pas beau. Allez, ça c'est bon. Accepter. Bah, c'est tirer une boule bleue là-dedans. Et ça fait B sur B plus R plus 1. Et donc ça, c'est ce que j'appelle une représentation à la Markov. Et donc ça, c'est ce que j'appelle justement une représentation à la Markov. Donc on est dans un thème russe. Représentation sous forme de graphe. Mais je vais dire ici, représentation à la Markov. Ici, du problème. Et donc du coup, ça c'est une représentation très intéressante parce qu'à un graphe, on peut associer une matrice de transition. Donc pour les gens qui ont fait un tout petit peu de théorie des graphes, on peut associer une matrice de transition. Et en fait, il s'avère qu'on peut faire les calculs de puissance successive de cette matrice de manière à tomber sur la probabilité pk. Donc pour les gens qui veulent en prendre un peu plein la vue, dites-vous que calculer les puissances successives d'une matrice, ça peut servir, entre autres, à calculer les probabilités de se trouver dans l'état n, enfin de la probabilité que l'état soit je ne sais quoi au bout de n transitions. C'est ça qui est très intéressant en fait. Et donc ici, en les termes de chaîne de Markov, ce qui se passe, c'est que l'état du début, qui est en fait une urne avec du B sur B plus R, enfin c'est ce qu'on appelle un état stationnaire, ce truc-là. Donc c'est une matrice ligne de coefficient positif dont la somme vaut 1. Il s'avère que ça va être en fait un vecteur propre associé à la valeur propre 1 d'une matrice de transition. C'est ce genre de truc-là, quoi. Voilà. Donc c'est l'idée générale de ce genre d'exercice-là. C'est ce que je vous propose pour présenter la chose un peu de manière intéressante. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a 3 représentations de la chose. Il y a la représentation qui serait une représentation d'un arbre avec un nombre incalculable de branches, qui est inexploitable. En deuxième représentation, vous avez cette représentation-là, qui est une représentation exploitable, puisqu'elle aboutit sur une relation de récurrence vérifiée par pk, et donc une suite arithmético-géométrique. Et ensuite, avec plus de théorie, mais quelque chose de très joli, on peut se ramener à quelque chose de matriciel, ici les calculs de puissance successive d'une matrice, de manière à résoudre cet exercice dans l'esprit de Markov. Voilà l'idée.